Je termine avec vous les organes de sens. Mon dernier cours, c'est l'oreille, point de vue psychologique. C'est un petit cours par rapport à la rétine visuelle. Vous avez révisé la rétine? Vous n'avez pas de questions? Facile, non? ولا كي نهضروا معاكم ولا ناوي ولا لا والله réagissez معايا فهمتوا ولا فهمتوش؟ Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en fait à la séance. Le cours d'aujourd'hui comporte des petites généralités, un petit rappel anatomique, la structure histologique et des notions physiologiques. On commence par les généralités. L'oreille, c'est l'organe neurosensoriel impliqué dans la perception des sons, mais aussi dans le maintien de l'équilibre. Donc, pour l'oreille, on a deux fonctions. Une fonction de l'équilibre et la deuxième fonction, c'est l'audition. Et chaque fonction est innervée par un nerf à part. Pour le nerf impliqué dans l'audition, c'est le nerf cochléaire. Et le nerf impliqué dans l'équilibre, c'est le nerf vestibulaire. Et selon la classification histologique des organes de sens, l'oreille, c'est un organe de sens secondaire. Donc, le rappel anatomique. Quand vous voyez un schéma, que vous montrez l'oreille interne de point de vue anatomique, on peut la diviser en trois parties. Qui est l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est l'os temporal. L'os temporal ou bien le rocher. Donc, si on voit là, c'est l'oreille externe, la partie c'est l'oreille moyenne et cette partie-là, c'est l'oreille interne. La plus grande partie de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille interne buccale, est inclue dans l'os temporal. Et même la totalité de l'oreille moyenne et pratiquement les 2/3 de l'oreille externe sont inclus au niveau de l'os temporal. C'est pour ça, pratiquement l'oreille buccale se trouve au niveau de l'os temporal. Pour l'oreille externe, elle comporte le pavillon de l'oreille, le conduit auditif externe et la membrane tympanique ou bien le tympan. Les trois structures forment l'oreille externe. Pour l'origine embryologique, l'oreille externe dérive de l'ectomésenchyme, c'est-à-dire le pavillon, le conduit auditif externe et le tympan sont d'origine ectoplastique et tout ce qui est tissu conjonctif est d'origine mésenchymateuse. Ça pour rappel anatomique de l'oreille externe, l'oreille moyenne. Sur l'oreille moyenne, c'est des cavités remplies de l'air qui sont creusées au niveau de l'os temporel. Prêtons l'oreille anatomiquement là, non? J'ai dit l'oreille externe, c'est bon, il y a le pavillon de l'oreille, il y a le conduit auditif externe et la membrane tympanique. Les trois forment l'oreille externe. C'est clair? Pour l'oreille moyenne, j'ai dit c'est des cavités creusées au niveau de l'os temporel. Les cavités, on les divise en trois. Il y a des cavités mastoïdiennes, les masses ou bien les cavités ou bien les cellules mastoïdiennes qui sont en contact avec la plus grande cavité liée à la caisse du tympan. La caisse du tympan reliée au pharynx par un petit canal, ici la trempe ou bien le canal d'Eustache. Où beaucoup ce sont des cavités creusées au niveau de l'os temporel. C'est clair? Donc, c'est des cavités remplies de l'air, situées dans l'épaisseur du rocher ou bien l'os temporel. Trois cavités communicantes, la caisse du tympan, la plus grande cavité, c'est la caisse du tympan. On trouve c'est quoi? Les osselets. Combien d'osselets on a? Trois. On a trois petits os, des petits os. Les osselets qui sont le marteau, l'enclume et le trilles. Donc on a trois osselets. Cette caisse du tympan communique en eau par un petit canal avec les cellules mastoïdiennes, on a beaucoup, et en bas avec le pharynx par la trompe d'Eustache. L'origine embryologique, c'est méso-endoplastique, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont d'origine endoplastique et d'autres d'origine mésoplastique. Regardez pour les osselets de
l'oreille moyenne. Pardon. Les trois osselets de la caisse du tympan, la caisse du tympan, renferment les trois osselets. Le premier, c'est le marteau. Les trois osselets tirent leur nom de leur forme. C'est-à-dire le marteau, c'est comme un marteau, l'enclume, pas l'enclume, le sindel. Et le treillis avec la maslih avec le chevalier. Donc, c'est même la forme des os, on a tiré les noms. J'ai dit pour le marteau, présente à décrire avec la tête, le col et un manche. Pour l'enclume, présente la partie supérieure et la partie basale. Et l'enclume fait une tête avec les bras et la base de l'étrier. Ce qui est important, c'est la base de l'étrier, sinon la platine de l'étrier. Les trois osselets, les trois petits os, ou les osselets de l'oreille moyenne, sont en communication entre eux et le marteau s'articule avec la face interne de la membrane tympanique. La membrane tympanique elle a deux faces, une face externe en rapport avec le conduit auditif externe et une face interne en rapport avec l'oreille interne. C'est clair. Donc là, la tête de marteau s'articule au niveau de la face interne de la membrane tympanique et s'articule de l'autre côté avec l'enclume. L'enclume s'articule avec le treillis. Et le treillis se met sur une partie qui fait communiquer l'oreille moyenne à l'oreille interne, sinon à la fenêtre ovale. Il y a deux fenêtres, il y a la fenêtre ovale et la fenêtre... Et deux fenêtres, les fenêtres c'est des petits trous. Les deux trous sont obturés par une fine membrane. C'est clair. La fenêtre ovale fait communiquer l'oreille moyenne avec l'oreille interne. Et à ce niveau-là, s'insère l'enclume ou bien la base de l'étrier. Et la base de l'étrier s'insère au niveau de cet orifice-là. C'est clair. Pour l'oreille interne, encore appelée les labyrinthes. Il y en a deux. Le labyrinthe osseux, c'est pour protéger les organes sensoriels. Les deux organes sensoriels, ou bien l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre, se trouvent au niveau de l'oreille interne. Monsieur, au niveau de l'oreille externe et au niveau de l'oreille moyenne. C'est clair, donc les organes sensoriels se trouvent au niveau de l'oreille interne. C'est pour ça ils sont hébergés au niveau des structures osseuses pour être protégés. Donc, l'oreille interne, encore appelée le labyrinthe, elle a le labyrinthe osseux, et à l'intérieur du labyrinthe osseux, il y a le labyrinthe membrane. Avec le schéma pour mieux vous expliquer. Alors, en clair, c'est le labyrinthe osseux, et ce que vous voyez en bleu, c'est le labyrinthe membrane. Et au niveau du labyrinthe membraneux, on trouve les deux récepteurs, ou bien les deux organes sensoriels, qui dépendent de l'audition. C'est clair. L'oreille interne est en rapport avec l'oreille moyenne par deux orifices fermés par une fine membrane, la fenêtre ovale et la fenêtre membrane. Et la fenêtre ovale, j'ai dit, oui, la base d'insertion de la base de l'étrier ou bien l'enclume, et une autre fenêtre, c'est la fenêtre. De point de vue anatomique, on peut diviser l'oreille interne en deux parties. Et le vestibule et la cochlée. Chaque partie est responsable ou bien héberge un récepteur d'une fonction. C'est-à-dire au niveau du vestibule, on trouve les récepteurs de l'équilibre et au niveau de la cochlée, on trouve l'organe de l'audition. C'est clair, c'est pour ça qu'on a divisé l'oreille de point de vue anatomique en deux parties. Allez. Donc, le canal en spirale, c'est la cochlée, et les canaux forment le vestibule. Donc, le vestibule, de point de vue anatomique, est formé de trois canaux semi-circulaires. On a le canal semi-circulaire horizontal, le canal semi-circulaire vertical, et le troisième canal semi-circulaire oblique. Donc, trois canaux semi-circulaires disposés dans l'espace.
Le vestibule, c'est la structure qui héberge les récepteurs de l'équilibre ou bien de l'audition. De l'équilibre, oui. Il nous reste la cochlée enroulée, comme vous voyez, il y a la cochlée. Le canal cochléaire enroulé en spire autour d'un axe conique osseux. C'est-à-dire, c'est quoi la cochlée? Un axe conique central. Autour de cet axe s'entoure un canal. Le canal fait 2 tours et demi. C'est-à-dire, il dérègle premier tour, deuxième tour et un demi de tour. C'est clair, donc le canal cochléaire fait 2 tours et demi autour d'un canal. Alors, l'axe central, il est osseux. Le canal central osseux, c'est la côte humaine. Je vais vous montrer le schéma, très bien. Mais ce que vous voyez en jaune, c'est l'axe central osseux sur la côte humaine. C'est le canal cochléaire qui fait 2 tours et demi de spire autour de la côte humaine. La côte humaine plus le canal cochléaire ne font la cochlée. C'est clair? Très bien. On passe à la structure histologique de chaque partie de l'oreille, l'oreille externe, l'oreille moyenne, et on termine par l'oreille interne. Le pavillon est constitué d'un squelette du cartilage élastique. 3 types de cartilage, le cartilage élastique, le cartilage hyaline et le cartilage de conjugaison. Oui, au niveau du pavillon de l'oreille, le type du cartilage il est élastique. Le cartilage du pavillon recouvert directement par l'épithélium thermique, c'est-à-dire l'épithélium pavimentostratifié kératinisé. Et cet épithélium présente tous les annexes de la peau, c'est-à-dire on a des poils, on a les glandes sébacées et les glandes sudoripares. C'est clair, donc c'est un épithélium avec ses annexes. Sauf dans la partie inférieure du pavillon, nommé lobule, le lobule de l'oreille, le cartilage élastique est remplacé par un tissu adipeux, légèrement vascularisé. C'est tout ce qu'on a pour le pavillon. Un cartilage élastique recouvert par la peau avec ses annexes, et dans la partie inférieure, le cartilage élastique est remplacé par un tissu adipeux légèrement vascularisé. Revenons pour le conduit auditif externe. Regardez, pour le conduit auditif externe, on peut le diviser en 2 parties. Quel est le tiers externe? Le tiers externe. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est l'épithélium thermique. En vert, c'est l'os temporal. Donc les pièces cartilagineuses. Donc, si on voit cette image, une coupe sagittale de conduit auditif externe, on voit que le tiers externe du conduit auditif externe est recouvert de la peau. Il contient de pièces cartilagineuses, mais il n'est pas inclus à l'intérieur de l'os temporel. Alors que les 2 tiers internes du conduit auditif externe, dépourvus du cartilage, et elle est inclus à l'intérieur de l'os temporel. Qui donne une coupe transversale au niveau du tiers externe. On voit les pièces cartilagineuses du cartilage toujours élastique, recouvert par la peau, avec ses annexes. On a les glandes, les follicules pileux, voilà, follicules et des glandes sébacées. Mais les glandes sébacées qui se trouvent au niveau de conduit auditif externe sont particulières. On regarde vraiment au niveau de cette partie-là, ce sont les glandes cérémineuses qui sécrètent avec la substance pâteuse, le surhumain. Donc, c'est des glandes sébacées, mais particulières, elles ont un aspect particulier. Elles sont plus larges par rapport à la glande sébacée normale, et elles sont de type tubuleuse contournée. Tubuleuse, c'est-à-dire les énuties sécrétrices sont de forme de tubule et contournées. Elles présentent tournées, c'est-à-dire pelotonnées. Et le type sécrétoire de sébum, de surhumain, c'est le mode de sécrétion apocrine. C'est tout ce qu'on a pour le tiers externe. J'ai dit, si on résume, le canal est tapissé par un épithélium dermique avec ses annexes, les poils, les glandes,
Et en plus des glandes sébacées, on a des glandes particulières qui sont des glandes sérumineuses qui sécrètent le sérumen. Le type de ces glandes sont tubuleuses, contournées, et le mode de sécrétion, c'est le mode apocrine. Les deux tiers externes de conduit auditif externe, il est recouvert de la peau directement, mais la peau au niveau de cette partie-là, elle est dépourvue de ses annexes. C'est-à-dire on n'a pas de poils, on n'a pas de glandes et on n'a pas du cartilage. C'est-à-dire la peau recouverte directement l'os temporel. On a l'os et à l'extérieur on a la peau. La peau, mais la peau glabre est sans annexe. Donc, l'os temporel est en vert, ou l'épithélium dermique est en rouge. On n'a pas du cartilage ici, on n'a pas du poil. C'est clair pour l'oreille externe. On termine avec le tympan. C'est une fine membrane, elle est fibreuse, très résistante, qui ferme le conduit auditif externe et le sépare de l'oreille moyenne. Là, on voit l'insertion du manche de marteau. De point de vue structural, si on commence la description de l'extérieur, c'est-à-dire du côté externe de la membrane tympanique, attaquer le côté interne. La structurologie de tympan, on a l'épithélium, c'est un épithélium stratifié, il est kératinisé, parce qu'on voit la kératine là. L'épithélium externe, c'est un épithélium épidermique, c'est comme l'épithélium de la peau, mais sans annexe. On n'a pas de poil au niveau du tympan. C'est un épithélium stratifié, kératinisé. De l'autre côté, l'épithélium interne, c'est un épithélium simple, il est cubique simple. Les deux reposent sur une membrane basale, et entre l'épithélium externe et l'épithélium interne, nous avons des fibres de collagène. C'est pour ça que la membrane tympanique présente une structure très fibreuse, de fait de la présence de fibres de collagène. Et regardez, on a les fibres de collagène sont disposées en deux plans. Elle a le plan longitudinal et le plan transversal. Externe et longitudinal, et l'interne, elle est des fibres de collagène transversale. Ou là, qu'est-ce qu'on voit ici? L'insertion des manches de... Non, les fibres de collagène, c'est pas des fibres. J'ai dit au niveau, on a deux épithéliums, l'un externe et l'autre interne. On a deux épithéliums, l'un externe et l'autre interne. L'interne elle est cubique et l'externe elle est épidermique. Entre les deux, on a des fibres de collagène. Des fibres de collagène disposées dans les deux plans. On a dit c'est l'insertion de marteau, oui, de manche de marteau. C'est clair pour l'oreille externe du point de vue structural? On passe à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, nous avons fait la laissée mastoïdienne, fait la trempe de Stache et la caisse du tympan. J'ai dit pour la caisse du tympan. La caisse du tympan, c'est une cavité remplie d'air. Cette cavité est tapissée par un épithélium. Cet épithélium, il est simple, soit cubique ou pavimenteux. C'est clair. Les derniers, vous entendez? L'épithélium simple recouvre la cavité, la caisse du tympan. Là, nous avons un épithélium simple, et même cet épithélium recouvre même les osselets de la caisse du tympan, sauf au niveau articulaire. Au niveau articulaire, le point d'insertion des osselets, on n'a pas un épithélium. C'est juste un cartilage qui unit les osselets mabinateurs. C'est le cartilage hyalin. C'est clair. Pardon. Cet épithélium recouvre même les cellules mastoïdiennes et la partie initiale de la trempe de Stache. Donc, les cavités mastoïdiennes, la caisse du tympan, les osselets beaucoup, et la partie initiale de la trempe de Stache, tous sont tapissés par un épithélium simple, il n'y a aucune spécificité, sauf la partie terminale de la trempe de Stache
parce qu'elle est en continuité avec le pharynx dans sa partie respiratoire. Donc, tapissé par l'épithélium respiratoire. On a l'épithélium respiratoire, c'est l'épithélium pseudo-stratifié. S'il on voit aisément les cils, on fait des cellules calyciformes colorées en rose. C'est l'épithélium respiratoire typique. Pour l'oreille interne, l'oreille interne est nommée les labyrinthes. Les labyrinthes, on a deux, les labyrinthes membraneux qui sont situés à l'intérieur du labyrinthe osseux. J'ai dit les labyrinthes osseux, c'est juste pour protéger les organes sensoriels. C'est clair. Donc, pour les labyrinthes membraneux, je fais la coloration, en marron, les labyrinthes osseux. En rose, c'est les labyrinthes membraneux. Entre les deux membranes, entre les deux labyrinthes osseux et membraneux, il y a un petit film liquidien, qui s'appelle la périlymphe. La périlymphe. Et à l'intérieur du labyrinthe membraneux, il y a un autre film liquidien. De point de vue biochimique, pratiquement la structure est identique, donc la même composition biochimique. Mais c'est très important, les liquides, c'est un rôle dans la transmission de l'onde sonore. C'est clair. Donc, un rôle dans la propagation de l'onde sonore. J'ai dit entre les deux labyrinthes, qu'il y a un petit film sur la périlymphe, et à l'intérieur du labyrinthe membraneux, qu'il y a un autre liquide sur l'endolymphe. Et on a divisé sur le plan anatomique, le labyrinthe en deux. On a la cochlée. C'est la cochlée qui héberge les récepteurs de l'audition, donc c'est l'organe de l'audition, et le vestibule qui héberge les récepteurs de l'équilibre, donc c'est l'organe de l'équilibre. Plutôt on voit le vestibule, la cochlée, avec le canal inspire, c'est la cochlée, ou avec les canaux semi-circulaires, c'est le vestibule. La cochlée, on a dit que la cochlée s'organise autour d'un axe osseux, la colonne. Vous imaginez qu'on dit une coupe transversale, un axe osseux là, tout autour qu'il y a le canal, qui dit une coupe transversale. Quand je mets plusieurs canaux avec un os, on a à peu près cette image-là. Ce que vous voyez en bleu, c'est la colonne. C'est la colonne. C'est le canal. C'est clair. Si on prend une partie, donc on a une image qui se répète dans trois cavités. La cavité supérieure, cette cavité triangulaire et la cavité qui est en bas. Même chose, les cavités en haut, la cavité triangulaire et la cavité en bas. Voilà ce que vous voyez en bleu, c'est la columelle. Si on prend une partie de cet aspect-là pour la description. Regardez, si on prend par exemple l'aspect ça, on a à peu près cette image-là. On a trois cavités. Cavité qui est en haut, la cavité en bas, et la cavité moyenne, elle est à peu près triangulaire. Elle est à la cochlée. L'image se répète parce que c'est un canal qui s'entoure autour d'un axe. Donc c'est la cochlée. Les cavités, si on parle de cavité, ou bien la rampe. On a la rampe vestibulaire, c'est la cavité qui est en haut. La cavité qui est en bas, c'est la rampe tympanique ou bien la cavité tympanique. Elle est au milieu, c'est le canal cochléaire ou bien la rampe cochléaire. Donc on préfère de la nommer canal cochléaire mieux que la rampe cochléaire. Ok? Regardez sur les coupes réelles colorées par la coloration H. Le V, c'est la rampe vestibulaire. Ou le C, c'est le canal cochléaire, toujours de section à peu près triangulaire. Ou en bas, la rampe tympanique. Une autre, la rampe vestibulaire. Ou la membrane, c'est la membrane vestibulaire de la rampe cochléaire. Souvenez bien de l'image entre la rampe cochléaire et la rampe tympanique. Ou le c'est le ganglion spiral. Le ganglion spiral. Gardez à l'esprit ce ganglion-là, puisque nous allons par la suite. Donc le ganglion spiral se trouve près de la cochlée. Donc l'organe de l'audition. L'organe de l'audition se trouve au niveau de la rampe tympanique. Là, j'ai dit la cavité moyenne ou bien la cavité centrale, c'est la rampe tympanique ou bien le canal tympanique. Le canal tympanique
est séparée de la rampe. En deux, c'est quoi la rampe? De la rampe vestibulaire par cette fine membrane qui, 4, c'est la membrane de Reissner. C'est clair. Donc les deux rampes sont séparées par une fine membrane, c'est la membrane de Reissner. La rampe ou bien le canal cochléaire est séparé de la rampe tympanique par une autre membrane, c'est la membrane basilaire. La membrane basilaire. Donc on a deux membranes qui séparent les trois cavités. La membrane de Reissner qui sépare la rampe vestibulaire de la rampe cochléaire, et la rampe cochléaire est séparée de la rampe tympanique par une autre membrane, c'est la membrane basilaire. La membrane basilaire supporte l'organe de Corti. C'est-à-dire la membrane qui sépare les deux rampes, le canal cochléaire et la rampe tympanique, on trouve le canal, l'organe de l'audition, bien sûr l'organe de Corti. Donc les récepteurs de l'audition, c'est l'organe de Corti. Oui, l'organe de Corti sur la membrane basilaire qui sépare la rampe tympanique de la rampe cochléaire. Voilà. Du côté externe, le canal cochléaire, ou bien la rampe cochléaire, est limité par la strie vasculaire. On sait que c'est la strie vasculaire. La strie vasculaire, c'est la structure ou bien l'épithélium qui sécrète l'endolymphe. L'endolymphe est sécrété par la strie vasculaire. La strie vasculaire se termine par les ligaments spirales, et du côté interne, nous avons le ligament spiral osseux, qui est en continuité avec la columelle, le tissu osseux de la columelle. C'est clair? Je répète, on a trois cavités, la rampe tympanique, la rampe cochléaire et la rampe vestibulaire. Sur la base de la rampe cochléaire, on trouve l'organe de Corti, qui est l'organe de l'audition. Qu'est-ce qu'on a en plus? Les trois canaux, les trois rampes sont séparées par deux membranes, dans la membrane de basilaire, dans la membrane de Reissner, et la membrane basilaire qui sépare le canal cochléaire du canal tympanique. Regardez une coupe colorée par la coloration HE. Le BC, c'est la rampe vestibulaire qui est séparée de la rampe cochléaire par une fine membrane, c'est la membrane de Reissner. Oui. La rampe cochléaire est séparée de la rampe tympanique par une autre membrane, c'est la membrane basilaire. Très bien. Vous voulez, mais qu'est-ce qu'on a là? La strie vasculaire. La strie vasculaire, c'est du côté interne ou externe? C'est du côté interne. Non, c'est du côté interne. Le ganglion spiral. Le ganglion spiral, c'est comme un ganglion nerveux. Le ganglion rachidien, le ganglion nerveux. À ce niveau-là, on a des neurones ou bien des cellules nerveuses dont les dendrites gagnent les cellules sensorielles au niveau de l'organe de Corti, alors que l'axone monte vers les centres supérieurs au niveau des aires de l'audition. C'est clair, donc, au niveau des ganglions, les ganglions spirales, on trouve les neurones ou bien les corps cellulaires, dont les dendrites se terminent au niveau des cellules sensorielles de l'organe de Corti, alors que l'axone monte vers l'étage supérieur. C'est clair? Je vous qu'est-ce qu'on a au niveau de l'organe de Corti, qui est l'organe de l'audition. Alors, l'organe de Corti, en bleu, on a la membrane basilaire ou bien la membrane basale. En vert, on a une autre membrane, ici, la membrane tectoria ou bien la membrane recouvrante. Et nous avons l'épithélium sensoriel. Alors, l'organe de Corti ou bien l'organe de l'audition. Si vous voyez l'organe de Corti ou bien l'organe de l'audition, c'est un épithélium. C'est pas un épithélium, c'est un épithélium simple, mais aîné, ni pavimenté, ni cubique, ni cylindrique, ni rien de tout. C'est un épithélium spécialisé dans l'audition. Alors, deux membranes, il y a une membrane basilaire, c'est la membrane basale, et une autre membrane recouvrante, c'est la membrane tectoriale. Donc, tout d'abord, je vois l'épithélium sensoriel.
sensorielle. Le TM, c'est la membrane tectoriale et la membrane basilaire, sur lequel repose l'épithélium sensoriel. Regardez l'aspect vasculaire. On verra les cellules qui forment l'épithélium sensoriel de l'organe de Corti. Le premier type cellulaire, les piliers du tunnel du Corti. On a les piliers externes et les piliers internes. On a deux cellules. Seulement deux cellules forment les piliers du tunnel. Alors, le tunnel du Corti, qui a deux cellules qui forment le tunnel. L'une externe et l'autre interne. Quand on a l'externe de l'interne, toujours l'interne se trouve en haut. C'est-à-dire la cellule du côté externe se place toujours celui du pilier interne. L'interne est déjà en haut et l'externe est en bas. C'est clair. Les deux cellules, la cellule du pilier de tunnel externe et interne, ils déroulent la formule, le tunnel de l'organe de Corti. Ce sont des cellules, comme vous voyez, ce sont des cellules cylindriques hautes. Le noyau se trouve au niveau basal et les pôles apicaux se rejoignent pour former le tunnel de Corti. C'est clair pour la première variété cellulaire. La deuxième variété, les cellules de Dieter, sinon les cellules en chaise, interne et externe, ce sont des cellules de soutien. Donc, on va remarquer en mauve, avec les cellules colorées en mauve. Sinon, la cellule de Dieter, ou bien la cellule en chaise. On a des cellules de Dieter du côté externe et d'autres cellules de Dieter du côté interne, par rapport au tunnel de Corti. C'est clair. Les cellules, ce sont des cellules prismatiques. Regardez, ce sont des cellules prismatiques très hautes, mais elle a l'auteur épithéliale. Elle est la membrane basale ou elle est le pôle apical. Au milieu de l'épithélium, c'est-à-dire à mi-hauteur de l'épithélium, la cellule de Dieter présente une dépression, où vient reposer les cellules sensorielles. C'est clair, il y a en principe c'est le cylindrique, mais présente une dépression avec l'angette qui vient supporter la cellule sensorielle. Elle a la cellule en chaise. C'est une forme de chaise. Dites Godfrey à la cellule sensorielle. C'est clair. Donc, le noyau se trouve à peu près à mi-hauteur de l'épithélium sensoriel. Pour la troisième variété cellulaire de l'organe de Corti, les cellules de Hansen. Les cellules de Hansen en rose, elles sont situées à l'extérieur de cellules de Dieter. Elles sont très hautes et volumineuses. On n'a que du côté externe les cellules de Hansen. Ce sont des cellules de structure et de soutien. La cellule de Claudius, elle est en orange. Elles sont situées à la périphérie de l'organe du Corti, de chaque côté, du côté externe et même du côté interne. Ce sont des éléments de transition. Du coup, tout d'abord cylindrique, genre cubique, voire pavimenteuf, la fin de l'organe de Corti. Pour les cellules sensorielles, on a les cellules sensorielles externes et les cellules sensorielles internes. Ici, on a aussi les cellules auditives, ou bien les cellules de Corti. Elle est en orange, les cellules de Corti. Elles reposent sur autant de cellules de Dieter. On a 3 à 4 cellules du côté externe, 3 cellules, ou bien, 3 cellules florales beaucoup. 3 cellules qui chaque organe de Corti. On a plusieurs. C'est clair. Donc, chaque organe de Corti, on a 3 à 4 cellules du côté interne, du côté externe, et une seule cellule auditive du côté interne. Où chaque cellule auditive repose sur une cellule de Dieter. C'est-à-dire on a 3 cellules de Dieter du côté externe et une seule cellule de Dieter du côté interne. Regardez la cellule, regardez, c'est une cellule cylindrique, le noyau se trouve au niveau basal. Alors du côté apical, on a des microvillosités. Mais ces microvillosités, les microvillosités sont mobiles ou immobiles? Mobile ou immobile? Immobile. On a les villosités, même les villosités immobiles. Les cils, on a les mobiles. Les cils, ce sont des structures mobiles. Mais les microvillosités ou les villosités,
Les microvillosités, oui, les microvillosités et les stéréocytes sont immobiles. Les stéréocytes qui se trouvent au niveau du pôle apical de la cellule sensorielle présentent un arrangement spécifique. Regardez, le microvillosité le plus long vers le microvillosité le plus bas. Si on revient, je ne sais pas ce qu'on a l'image, c'est-à-dire lorsque la membrane tectoria vibre au cours d'une onde sonore, elle touche le premier avec microvillosité, le premier stéréocyte. Lorsque le premier stéréocyte vibre, entraîne la vibration des autres. Elle touche la même taille. Alors, le rôle de la membrane tectoria, qui est une vibration, elle touche le premier, le microvillosité le plus long, qui entraîne la vibration des autres stéréocytes. Non, c'est des stéréocytes, des microvillosités. Non, c'est pas des microvillosités, c'est des stéréocytes, pardon. C'est des stéréocytes là, c'est pas des microvillosités, c'est des stéréocytes. Des microvillosités. Pardon. J'ai dit la cellule sensorielle, bien la cellule auditive avec la cellule de Corti, c'est une cellule cylindrique. C'est un peu présente le noyau, le pôle basal, comme vous voyez. J'ai dit on a une seule cellule sensorielle du côté interne et 3 à 4 du côté externe. Chaque cellule repose sur la cellule de Deter, ou bien la cellule osseuse. Le pôle apical, ce qui est important, le pôle apical est pourvu de stéréocytes. Avec les stéréocytes, j'ai dit présente un arrangement spécifique. Le stéréocyte le plus long vers le stéréocyte le plus bas. Et la membrane tectoriale touche seulement le stéréocyte le plus grand. Alors que les autres sont stimulés par la vibration de premier stéréocyte. C'est clair. Et regardez sur le pôle basal de la cellule sensorielle, on voit les fibres nerveuses soient afférentes ou efférentes. Alors, les fibres nerveuses dendritiques de la cellule des neurones qui se trouvent au niveau de ganglion spiral, oui. C'est-à-dire que le corps cellulaire se trouve au niveau du ganglion spiral, alors que les terminaisons nerveuses dendritiques se trouvent au niveau de la base de la cellule sensorielle, où l'accent monte vers l'étage supérieur. C'est tout ce qu'on a pour l'organe de Corti. C'est clair. Donc, une membrane tectoria qui est le premier élément qui vibre pour entraîner le mouvement des stéréocytes qui est transmis lorsque le stéréocyte vibre, le potentiel, une onde sonore. Le stimulus sonore se transforme en un potentiel d'action au niveau de la cellule sensorielle. C'est comme au niveau de l'arrêté visuel. C'est clair. Donc on passe à l'organe de l'équilibre, le vestibule. On a dit sur le plan anatomique qu'il est formé de 3 canaux semi-circulaires. Le canal semi-circulaire oblique, le canal semi-circulaire horizontal et vertical. Et en plus des canaux semi-circulaires, on a 2 petits sacs. Alors le numéro 14 ou le numéro 4. 2 petits sacs. Le 14, c'est le sacule et le 4, c'est le trécule. Donc deux petits sacs, le sacule et le trécule. Et on a 3 canaux semi-circulaires. Donc, au niveau des sacs, on a des récepteurs spécifiques pour l'équilibre et au niveau des canaux semi-circulaires, on a d'autres récepteurs spécifiques pour l'équilibre. Les récepteurs de l'équilibre, on a 2 types, les macules et les crêtes ampulaires. Donc, le récepteur de l'audition, c'est le récepteur de l'audition chez moi. C'est l'organe de Corti. Et les récepteurs de l'équilibre, on a 2. Les macules et les crêtes ampulaires. Les macules se trouvent au niveau des sacules et au niveau de l'utrécule, alors que les crêtes ampulaires, on les trouve au niveau des canaux semi-circulaires. Je répète, les macules, ce sont des récepteurs spécifiques de l'équilibre. On les trouve au niveau des sacules et au niveau de l'utrécule,
alors que les crêtes ampulaires, on les trouve au niveau des canaux semi-circulaires. Donc, je vous c'est quoi les macules et c'est quoi les crêtes ampulaires. Pour les macules, c'est un épithélium qui m'a l'organe de Corti. C'est un épithélium reposé sur une membrane basale, une membrane. Mais c'est moi, je la membrane victorienne, non. Un autre, non. Parce que c'est un autre endroit. L'essentiel, les macules, c'est un épithélium sensoriel qu'on le trouve au niveau de l'utricule ou au niveau des saccules. C'est un épithélium prismatique simple, recouvre par une membrane, à la membrane autolytique. À la membrane autolytique. Qui va la membrane victorienne. C'est toujours lorsque la membrane vive, elle entraîne le mouvement des stéréocytes, des cellules sensorielles. Donc, il y a la membrane basale, il y a la membrane autolytique et l'épithélium sensoriel. L'épithélium sensoriel fait 3 types cellulaires. Il y a les cellules de soutien, les cellules sensorielles type 1 et les cellules sensorielles type 2. Regardez une image colorée par la coloration azon. On voit la flèche bleue vous indique l'épithélium sensoriel, les cellules basales, ou les noyaux qui se trouvent le pôle apical, ce sont des cellules sensorielles. Et tout ça, c'est la membrane autolytique. Chez la membrane autolytique, c'est une substance gélatineuse. Qui m'a la gélatine? Exactement la même chose. Ce qui est important au niveau de la membrane autolytique, c'est qu'on voit les grains. Sinon, des grains de carbonate de sodium. Je pense des carbonates de calcium, c'est pas de sodium, des carbonates de calcium. Donc les carbonates de calcium, lors de la coloration usuelle, on a un aspect foncé, sinon les otolithes. Donc c'est quoi les otolithes? Ce sont des cristaux de carbonate de calcium qui se trouvent à la périphérie puis à la surface de la membrane autolytique. C'est clair? Je répète. Les macules, ce sont les récepteurs de l'équilibre qui se trouvent au niveau de l'utricule et au niveau du saccule. Il s'agit de quoi ces macules? C'est un épithélium prismatique simple, repose sur une membrane basale et recouvert par une autre membrane. La membrane recouverte dans ce cas-là est nommée la membrane autolytique. C'est une membrane ou bien substance gélatineuse surmontée de cristaux de carbonate de calcium. Sinon, il y a les otolithes. Pour l'épithélium sensoriel, il y a 3 types de cellules. La cellule de soutien, c'est une cellule cubique simple. Il y a la cellule sensorielle type 1 et la cellule sensorielle type 2. Quelle est la différence entre les deux types cellulaires? C'est la forme de la cellule sensorielle. La cellule de type 1, c'est une cellule qu'on vous voit en forme d'un vase à fleurs. C'est comme un vase à fleurs. Et le pôle basal, regardez, le pôle basal reste à distance de la membrane basale. Le pôle apical présente des stéréocytes comme la cellule sensorielle de l'organe de Corti. Et le pôle basal reste à distance de la membrane basale, est enveloppé en totalité par une fibre nerveuse d'ordre dendritique dont le corps cellulaire se trouve au niveau du ganglion spiral. C'est clair, il y a en calice. Il y a la fibre nerveuse en une forme particulière en calice qui entoure tout le pôle basal de la cellule sensorielle, le noyau et les basales. Le pôle apical, on a des stéréocytes. Et j'ai dit le pôle basal est entouré par cette fibre nerveuse dendritique en calice, dans le noyau ou bien dans le corps cellulaire se trouve au niveau de ganglion spiral. Oui. Quand vous voyez, il y a une fibre nerveuse dendritique unique. Alors que la cellule sensorielle type 2 présente une forme cylindrique, le pôle apical identique à la cellule sensorielle type 1, alors que le pôle basal est proche de la membrane basale. Et présente, ou bien le pôle basal fait synapse avec plusieurs fibres nerveuses afférentes et efférentes, qui m'a la cellule sensorielle de l'organe de Corti, de plusieurs fibres nerveuses. La cellule sensorielle type 1, elle a une seule fibre nerveuse dendritique. C'est clair? Donc c'est selon la forme de la cellule et les fibres nerveuses qui se trouvent bien. Pardon?
qui fait synapse avec les fibres nerveuses. Pour la cellule de soutien, j'ai décidé une cellule cylindrique à cubique simple, c'est une cellule de régénération. La membrane autolytique, j'ai déjà expliqué ça en microscopie optique, on voit les cristaux de carbonate de calcium prennent un aspect foncé et nommé les autolytes. C'est clair pour les macules? On passe à la crête ampulaire. La crête ampulaire, c'est le deuxième récepteur de l'équilibre au niveau des canaux semi-circulaires. Un canal semi-circulaire, on a deux extrémités. L'une des deux extrémités présente une dilatation. Sinon, à la crête ampulaire. C'est-à-dire la crête ampulaire, c'est les zones sensorielles des crêtes. C'est les zones sensorielles des canaux semi-circulaires qui se trouvent seulement à une extrémité. Je vous sur le schéma. Si on prend le canal semi-circulaire, l'extrémité, elle est simple, alors qu'elle est dilatée. On vient renfler. Là, on trouve le canal semi-circulaire, pardon, on trouve la crête ampulaire. Même pour le canal semi-circulaire, se termine par une dilatation. Et même le troisième canal semi-circulaire se termine par une dilatation. Donc, chacun possède une crête proéminente, c'est la crête ampulaire. La crête ampulaire, ça ressemble à la macule. Donc, c'est un épithélium prismatique simple, repose sur une membrane basale et entouré par une membrane basale. Donc, sauf la membrane basale, la membrane recouvrante de la crête ampulaire, elle est surmontée d'une cupule. Un aspect conique. Sinon, elle a la cupule. C'est clair. Et cette cupule est dépourvue des otolithes. On n'a pas des otolithes au niveau de la crête ampulaire. Alors que l'épithélium, c'est le même type d'épithélium qu'on a vu au niveau de la macule. C'est clair, la macule des saccades est détruite. Regardez sur cette image-là, l'épithélium sensoriel de la crête ampulaire. Et ici, on a la cupule qui est dépourvue des otolithes. On n'a pas des otolithes à la surface de la cupule. C'est clair pour l'inspecteur de l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre? Très bien. Pour l'histophysiologie, les récepteurs de l'équilibre, on a deux. Lesquels? Les macules et les crêtes ampulaires. Les macules se trouvent au niveau des saccules et au niveau de l'utricule. Les macules sont stimulées par l'appui de la membrane autolytique sur le stéréocyle. Et on a déjà expliqué ça. La membrane autolytique, donc les otolithes, lorsqu'ils sont en contact avec les stéréocyles, elle entraîne un potentiel d'action. Donc les macules, comment sont stimulées? Les macules sont stimulées par les mouvements verticaux et horizontaux. Lorsqu'on a le mouvement de oui, comme ça. Le mouvement-là est enregistré par les macules. C'est clair, pour maintenir l'équilibre. C'est-à-dire, sur le schéma, lorsqu'on incline comme ça, verticalement bien horizontalement, ce mouvement-là est enregistré par les macules. À l'état normal, les otolithes sont stables. Mais lorsqu'on incline la tête, même les otolithes sont inclinés et touchent le premier stéréocyle lorsqu'il vibre, il entraîne la vibration des autres stéréocyles. Et le mouvement est transmis vers la cellule sensorielle où le stimulus va transformer un potentiel d'action qui va emprunter la cellule la fibre nerveuse vers le corps cellulaire et par la suite vers les centres supérieurs via ces axons.
Alors que le deuxième récepteur de l'équilibre, c'est les crêtes ampulaires. Les crêtes ampulaires sont stimulées par les mouvements latéraux des coiffes, entraînés par les mouvements latéraux de l'endolymphe qui se trouvent au niveau des canaux semi-circulaires. Là, donc, les crêtes ampulaires enregistrent les mouvements de rotation. Quand on dit le mouvement là est enregistré, ou bien stimule les crêtes ampulaires. C'est clair. Ça pour l'équilibre. Donc la voie nerveuse de l'équilibre, c'est la voie vestibulaire. La voie vestibulaire qui emprunte le nerf vestibulaire. Elle débute par une terminaison dendritique qui entoure la cellule sensorielle des neurones. Les neurones sont situés au niveau du corps cellulaire, pardon, au niveau du ganglion vestibulaire. Ensuite, l'information est transportée vers le cortex cérébral via les axones de la cellule nerveuse qui se trouve au niveau du ganglion vestibulaire. C'est clair, donc les axones de ces neurones forment le nerf vestibulaire vers le cortex cérébral. Donc la stimulation de stéréocytes entraîne le mouvement des autres stéréocytes et le mouvement va interprété par la cellule sensorielle comme un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va transporter vers le corps cellulaire de neurones qui se trouve au niveau du ganglion vestibulaire où l'information est véhiculée vers le cortex cérébral via les axones de ces neurones ou bien via le nerf vestibulaire. Pour l'audition, l'audition fait intervenir les trois oreilles, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Lors de la perception sonore, qu'on a une onde sonore, c'est-à-dire lorsqu'on entend un son, avec les ondes sonores, fait vibrer la membrane tympanique. Lorsque la membrane tympanique est en mouvement, elle entraîne la mobilité ou bien le mouvement des trois osselets de l'oreille moyenne. Alors, entraîne la vibration du deuxième osselet et le troisième osselet qui est le treillis. Le treillis entraîne la vibration vers l'oreille interne via sa base ou bien la platine de l'étrier. Et l'onde sonore arrive au niveau de l'oreille interne, au niveau de la fenêtre ovale. Donc la fenêtre ovale vers la première rampe, la rampe vestibulaire. La vibration de la rampe vestibulaire entraîne le mouvement, bien la vibration de la membrane de Reissner, qui entraîne bien la vibration de la membrane tectoria. La membrane tectoria, lorsqu'elle est en mouvement, entraîne la vibration de premier stéréocyte qui passe le mouvement vers les autres stéréocytes et l'onde sonore est traduisée par une potentielle d'action qui transmet vers le centre supérieur via les fibres nerveuses ou bien les fibres axoniques vers les aires de l'audition. C'est clair? C'est bon.